Bien, nous pouvons commencer. Je pense qu'aujourd'hui, ce cours de 2 heures sera divisé en 2 parts. La première serait pour achever temporairement cette analyse de comment le texte de Castiglione, et en particulier l'opposition entre affectation et sprezzatura, a été pensée, traduite, comprise dans les différentes traductions du XVIe siècle, espagnole, française, anglaise, latine. Et la deuxième partie serait comme un prolongement normal, puisque vous vous souvenez que affectation a pu être traduit souvent comme curiosité, de commencer une analyse sur un autre mot qui pourrait nous retenir, c'est-à-dire le mot et la notion de curiosité dans l'époque moderne entre XVIe et XVIIIe siècle. Alors, cette première partie de ce séminaire commence avec le constat de l'effacement du texte de Castiglione en italien ou en une ou l'autre de ses traductions à partir du début du XVIIe siècle. On ne trouve au cours du XVIIe siècle que 9 éditions du texte en quelque langue que ce soit, et d'ailleurs 4 sont en latin, ce qui indique évidemment une circulation différente. Le texte devient un texte de savoir, d'érudition, beaucoup plus qu'un texte tourné vers la représentation ou l'enseignement de pratique. Le tournant serait 1619. En 1619, on a 3 éditions, mais elles sont déjà toutes les 3 en latin. Et après, au XVIIe siècle, il y a cette raréfaction des éditions. Il n'y aura de reprise qu'en Angleterre au XVIIIe siècle, mais je ne vais pas traiter cela, c'est dans un chapitre très intéressant du livre de Peter Burke, et j'ai écrit son nom au tableau, je l'avais signalé dès le premier jour, qui s'appelle The Fortunes of the Courtier, la fortune ou les fortunes du courtisan, et qui suit l'histoire de Castiglione après Castiglione, et en particulier un chapitre qui a pour titre The Courtier Revived, avec une distinction entre le survival, quand le livre est encore un ouvrage qui est pris dans son premier contexte, de décrire des manières courtisanes de parler ou d'agir, et puis ce cas du XVIIIe siècle anglais où il s'agit beaucoup plus d'un revival, c'est-à-dire d'un intérêt historique, intellectuel, érudit pour la Renaissance. Et on voit, c'est un phénomène fort dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, de cette, comme dit Peter Burke, renaissance de la Renaissance, le fait que la Renaissance est devenue une période, un objet historique qui attire, qui fascine, qui mérite explication, et du coup, on peut faire retour au texte de cette Renaissance italienne. Donc, une histoire qui, à partir du début du XVIIe, s'achève. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire de la notion de sprezzatura, faire les choses avec naturel, alors même qu'on les a apprises, montrer de la désinvolture ou de l'aisance dans la parole ou l'action, reste une préoccupation importante. Le comportement désigné par le mot sprezzatura reste fondamental dans les sociétés d'Ancien Régime. C'est pour ça que je voudrais terminer ce cours sur Castiglione et la sprezzatura avec un texte qui n'est pas une traduction lexicale de sprezzatura, mais en est comme une nouvelle interprétation et une nouvelle désignation. Ce texte, certains qui suivent ces cours, ces conférences le connaissent parce qu'il m'avait retenu il y a 2 ans. C'est le texte de Baltasar Gracián qui a pour titre en espagnol Oráculo Manual y Arte de Prudencia, l'oracle portatif et l'art de la prudence. C'est un texte publié en 1647 à Huesca par le jésuite Baltasar Gracián, mais pour éviter l'examen par la Compagnie de Jésus, il est publié comme toutes ses autres œuvres sous le nom de son frère, Lorenzo Gracián, ce qui rejoindrait un thème que nous avons évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire le fait qu'au XVIe, XVIIe siècle, le nom d'auteur
sur la page d'un titre de livre ne renvoie pas nécessairement à celui qui a écrit le texte. On peut le voir dans des rapports de genre. L'année dernière, je m'étais attaché au roman de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie, et sur toutes les éditions du XVIIe siècle, le livre est présenté comme ayant été écrit par Monsieur de Scudéry, c'est-à-dire son frère. Ici, les textes de Balthazar Gracian, jésuite, sont donnés à lire comme s'ils étaient des œuvres de Lorenzo Gracian, qui n'était pas un jésuite. Il faut ne pas perdre de vue cette idée à la différence de l'entrée dans le monde moderne de la publication, où la personne de l'écrivain et le nom d'auteur sont sinon identiques, mais du moins entretiennent un rapport de référence, un moment où la manière de donner une attribution à un texte est détachée de la réalité de qui l'a écrit. Et de là, la possibilité de l'absence du nom d'auteur avec l'anonymat, la possibilité de la prolifération du nom d'auteur employé pour des œuvres qui n'ont jamais été écrites par cet écrivain auquel se réfère le nom, mais qui est un nom qui fait vendre, ou bien encore le vol du nom d'auteur, le contraire du plagiat, non pas mettre son nom sur le texte d'un autre, mais mettre le nom d'un autre plus prestigieux sur un texte que vous avez écrit ou que le libraire et imprimeur éditeur veut vendre plus facilement s'il est annoncé comme de William Shakespeare, par exemple, et non du nom de celui qui a réellement écrit le poème ou la pièce. Et ce texte de 1647, Oraculo Manuali Arte de Prudencia, a été traduit en français en 1684 par Amelot de Lahoussaye, traducteur intéressant, important, qui avait traduit Machiavel, Le Prince, qui avait traduit les ouvrages de Sarpi sur le Concile de Trente ou l'histoire de la République de Venise, c'est-à-dire un auteur qui porte son attention sur des textes qui défendent la raison d'État telle qu'on la comprend au XVIIe siècle dans une postérité, un héritage du tacitisme. Et Amelot de Lahoussaye, vous l'avez déjà entendu, opère une transformation radicale du texte, puisque alors que le mot cour n'apparaît nulle part, ni dans le titre, ni dans le texte de Gracian, il devient l'indication de la destination du livre et en même temps l'indication du modèle qui est décrit, ou pour le moins de celui qui pratique ou devrait pratiquer les 300 maximes qui règlent la conduite du courtisan dans ce texte. Un courtisan qui évidemment est pensé par Amelot de Lahoussaye en rapport avec ce que sont devenus les cours, c'est-à-dire non pas ces assemblées familières, aristocratiques, libres telles qu'elles étaient décrites par Castiglione dans les 4 soirées d'Urbino, mais la cour de Louis XIV, avec son étiquette, sa mécanique, ses contraintes, y compris sur le roi lui-même, qui n'a de pouvoir qu'à partir du moment où il se soumet à l'étiquette qu'il impose aux autres. Et donc c'est un cas, c'est pour ça j'avais commenté il y a 2 ans, c'est un cas important, assez visible et spectaculaire d'une transformation du statut d'un texte à partir de sa traduction, ce qui a des conséquences évidemment très importantes, puisque ceux qui ont lu le texte de Gracian dans la traduction de Amelot de Lahoussaye sont évidemment persuadés que le texte de Gracian définit le modèle de l'homme de cour, ce qui doit être suivi comme maxime par l'homme de cour. Alors qu'en fait, comme je le disais, la destinataire du livre de Balthazar Gracian est un destinataire qui n'est pas précisé socialement. Il y a une destination potentiellement universelle qui est simplement limitée par le fait que le livre s'adresse à ceux qui sauront le comprendre. Et donc, du coup, j'en dirais peut-être un mot, le fait de ça, la manière dont sont écrits les aphorismes sont comme une barrière contre le vulgaire, contre ceux qui ne savent pas. Mais à l'intérieur de cette limite qui est donnée par la capacité à déchiffrer
le livre, il n'y a pas de destinataire particulier. Les aphorismes sont liés à tous ceux qui vivent dans un monde qui est le monde de la chute, du péché originel, et donc du coup un monde mauvais. Un aphorisme célèbre indique que ce monde est un zéro, un monde mauvais dans lequel la morale doit être comme une morale par provision, c'est-à-dire une morale de protection de soi contre les méchants. Et le basculement avec l'homme de cour, même si parfois dans le texte d'Amelot il est dit que ce modèle peut être étendu au-delà de la stricte cour, néanmoins est entièrement pris dans un modèle absolutiste. L'épître est dédicatoire au roi, comme si Gracian avait fait le portrait de Louis XIV avant même de pouvoir le connaître, et dans un modèle curial, c'est-à-dire toutes les indications sur les comportements, les dires, les manières d'être et de faire sont référées à la cour. Et on voit que c'est une ambiguïté très importante, cet effet de la traduction sur un texte. Il y a une réédition récente dans Folio, avec une très longue préface de Marc Fumaroli, et le titre choisi par Folio, c'est Balthazar Gracian, l'homme de cour. Mais Balthazar Gracian n'a jamais écrit aucun livre qui s'appelle L'homme de cour. Et donc on voit que le piège se referme sur le lecteur, puisque en fait, L'homme de cour est le titre donné par Amelot de la Houssaye à un livre qui ne porte en rien sur la cour. Et c'est un des exemples paroxystiques de à la fois l'intérêt d'étudier les traductions comme telles et d'autre part des pièges qui peuvent être tendus par la déformation, la transformation par la traduction, ce qui fait qu'en lisant Amelot de la Houssaye, on croit lire Balthazar Gracian. C'était aussi le piège dans lequel Norbert Elias, qui a utilisé ce livre souvent comme un élément qui démontrait ce qu'il voulait montrer, c'est-à-dire qu'avec les XVIe et XVIIe siècles se met en place ce qu'il appelle processus de civilisation, c'est-à-dire le renforcement des contrôles, des contraintes, des autocontraintes, essentiellement, sur les comportements. Et pour lui, le livre de Gracian est le manuel de cette psychologie de cour. Oui, à condition de penser que cela est le résultat de l'opération de déplacement du texte qu'a opéré en 1684, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après, enfin plus de 50 ans après une cinquantaine d'années après la publication du texte original, que Amelot a opéré sur le livre de Gracian. Alors, on est en 1647, donc, avec l'Oraculo Manuali Arte de Prudencia, et à ce moment-là, évidemment, Gracian peut disposer des traductions en espagnol, on l'a vu de Castiglione, puisque depuis la première, Boscan, 1534, c'est celle-ci qui est republiée, il y a eu 17 éditions. Et l'intérêt de cette analyse d'aujourd'hui, c'est évidemment de voir que Balthazar Gracian ne va pas reprendre le vocabulaire inventé par Boscan pour désigner la sprezzatura. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait employé desprecio et descuido, ce qui n'a pas de prix, de façon à être assez proche de sprezzatura, sprezzare, et d'autre part, ce qui n'a pas de soin, qui n'a pas d'attention, qui n'est fait sans y penser, naturellement. Pour désigner quelque chose qui est proche, Balthazar Gracian va utiliser un autre mot, celui que j'ai écrit au tableau, qui est despejo. Et dans la traduction, Amelot est évidemment quelque embarras face à ce mot de despejo. Il dit un mot auquel la langue française n'a pu encore trouver de nom assez expressif, toute énigme qu'il est. Mais néanmoins, et il le traduit en disant qu'il était en fait intraduisible ou non traduit, c'est à l'aphorisme 127, chez Amelot, les aphorismos de l'original deviennent des maximes, et cet aphorisme 127, qui avait pour titre dans l'original l'espagnol de 1647
el despejo en todo devient le je ne sais quoi, comme un seul mot finalement, avec des tirets entre je ne sais quoi, et même souvent donné dans le texte en majuscule. Alors on peut d'abord lire évidemment le texte français, c'est-à-dire la manière de définir ce je ne sais quoi considéré comme la traduction de Despejo. C'est la vie des grandes qualités. Donc là, je lis Hamelot de Lahoussaye. C'est la vie des grandes qualités, le souffle des paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres perfections sont l'ornement de la nature. Le je ne sais quoi est celui des perfections. Il se fait remarquer jusque dans la manière de raisonner. Il tient beaucoup plus du privilège que de l'étude, car il est même au-dessus de toute discipline. Il ne s'en tient pas à la facilité. Il passe jusqu'à la plus fine galanterie. Il suppose un esprit libre et dégagé, et à ce dégagement, il ajoute le dernier trait de la perfection. Sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Il l'emporte sur la valeur, sur la discrétion, sur la prudence, sur la majesté même. C'est une route politique par où l'on expédie bientôt les affaires et enfin l'art de se retirer galamment de tout embarras. Voilà la traduction de Hamelot, et vous voyez ce qui est parallèle évidemment avec la sprezzatura, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'une perfection particulière, mais de la manière parfaite d'exécuter toutes les perfections. C'est cette caractéristique qui est fondamentale, aussi bien dans le je ne sais quoi que dans la sprezzatura. Il provient plus du privilège, donc de ce qui est inné, de ce qui est donné, plus que de l'étude. Il suppose cet esprit libre et dégagé, et à partir de cela, il est la perfection des perfections, l'ornement des ornements. Alors, lorsqu'on se réfère au texte original de Gracián, on voit que la traduction dans ce cas est assez fidèle. Tout est respecté. Cette idée, par exemple, que l'idée que le despejo est cette perfection de la perfection. Las demás perfecciones son un acto de la naturaleza, pero el despejo lo es de las mismas perfecciones. Et aussi, en traduisant par esprit libre et dégagé, Hamelot traduit desembarazo, ne pas être embarrassé, avoir la liberté, et il trouve un équivalent très exact, très percutant pour « sans lui, toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce ». Donc le despejo, le je ne sais quoi, n'est pas la grâce est déjà là, mais pour qu'elle soit exercée gracieusement, il y faut cette liberté et ce dégagement. Et donc il traduit comme cela ce qui était chez Gracián, sin él toda belleza es muerta y toda gracia desgracia. Donc ce qui devient, sans lui toute beauté est morte, toute grâce est sans grâce. Alors, la seule chose qui n'est pas traduite, évidemment, ou qui trouve un équivalent après avoir dit qu'il était difficile de le traduire, c'est le mot même de despejo, avec cette invention par Hamelot, ou une presque invention, puisqu'il la reprend à des textes avec lesquels je terminerai, un texte de 1639 de Sorel dans Le Berger extravagant, qui employait le mot « je ne sais quoi ». Et puis, un peu plus tard, 1671, je vais y venir, le père Bouhours, aussi dans un livre fameux, Les Entretiens d'Eugène et d'Ariste, utilise « je ne sais quoi ». Alors, avant d'arriver à ce cheminement entre despejo et je ne sais quoi, on peut porter une attention aussi sur le texte de Hamelot, parce que Hamelot de Lahoussaye non seulement opère cette curialisation radicale du texte de Gracián, mais il le transforme de plusieurs manières. La première est de numéroter et donner des titres à chacune des maximes, alors que les 300 aphorismes
du texte original de Gracian sont donnés à la suite, sans numérotation et sans titre. Et Hamelot prend les premiers mots des maximes pour les transformer en titres ou des fragments de la première phrase. Donc une structure que l'on voit sur les pages du livre, qui est un grand quarto, alors que le livre de Hamelot, de Gracian, est un tout petit in 24, qui donne une sorte de classicisation à la présentation du texte. Mais surtout, il ajoute des notes et des tables. C'est une histoire parallèle à l'histoire du Cortegiano qu'on avait vu dans la première analyse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des éditions, le livre perd ce statut, dans le cas du Cortegiano, de la fluidité des échanges, des conversations des courtisans d'Urbino, pour devenir un livre où il y a un appareil qui permet d'autres lectures que celle qui suit les conversations, comme on suivrait une pièce de théâtre, mais qui permet, avec l'existence de tables, qui donnent les qualités nécessaires aux courtisans ou à la dame du palais, une forme d'autre lecture plus segmentée, plus découpée, dans un sens plus pratique ou plus lettré. On trouve avec ces index qui sont des tables, donc des qualités, les unes par ordre alphabétique, les autres en suivant le cours du texte, une manière d'entrer dans le livre qui est toute différente de celle qui était suggérée par les premières éditions, sans rien de cet apparat critique. Alors le cas du Oraculo Manual et Arte de Prudencia est plus fort encore, puisque non seulement il y a cette transformation de la mise en texte ou de la mise en page du texte de Gracian, mais aussi par Hamelot la multiplication des tables qui reprennent, par exemple, dans les éditions, la table des maximes, une récapitulation des préceptes ou encore des maximes particulières de quelques grands princes et de grands, soit anciens, soit modernes. Donc une lecture qui indexe le texte en récapitulant soit des préceptes, soit des maximes, soit des dires attribués à tel ou tel des auteurs cités. Et au-delà de cela, dans le livre de Hamelot, il y a comme un commentaire de Gracian par Gracian, puisque à la suite de l'aphorisme devenu maxime, le texte espagnol s'arrête et va au prochain aphorisme. Le texte français de Hamelot se déploie en citant, en les traduisant, des extraits de deux autres livres de Baltasar Gracian, le Héros, El Héroe, et le Discret, El Discreto. Et l'édition indique les chapitres du Héros et du Discret de Gracian mis en extrait et en note, ou tout entier, à la fin de quelques-unes de ces maximes. Et dans le cas de, je dois avoir une facsimilée ici du Héroe, dans le cas d'Espejo, Hamelot sent le besoin de faire commenter Gracian par Gracian en citant et en traduisant le chapitre 13 en entier du Héros, dans lequel on trouvait déjà la notion d'Espejo. L'Héroe date de 1639, première édition à Madrid. Et le chapitre 13 s'appelait Héroe, en quelque sorte à la fois le modèle du héros au sens classique, c'est-à-dire à la fois militaire et politique, et c'est aussi une louange ou un portrait de Ferdinand d'Aragon. Et le chapitre 13 s'appelait Del Despejo. Alors donc, dans sa traduction, Hamelot le traduit comme le je ne sais quoi. Et là aussi, on peut faire cet exercice de suivre la traduction de Hamelot avec le texte original de Gracian. Hamelot commence, mais c'est Gracian qui écrit. Le je ne sais quoi, dit-il, est l'âme de toutes les qualités, la vie de toutes les perfections, la vigueur des actions, la bonne grâce du langage et le charme de tout ce qu'il y a de bon goût.
Il amuse agréablement l'idée et l'imagination, mais il est inexplicable. Et dans le texte espagnol, on voit qu'on a un parallèle avec ce que Gracián va reprendre dans El Oráculo Manual, avec pratiquement les mêmes vocabulaires, cette idée de la perfection des perfections, cette idée que quelque chose dans la manière est ajouté au contenu de ce qui est donné à entendre ou à voir. Et il avait terminé évidemment ce paragraphe par « y extraña la explicación ». Il met en déroute, il est étrange pour l'explication. Et l'intérêt de la citation du héros par rapport à la traduction de l'Oráculo Manual, c'est de répéter plusieurs fois cette résistance à l'explication, comme si finalement ce je ne sais quoi échappait à toute prise par quelque définition que ce soit, et était renvoyé à la manière, au style, à la façon de faire, et que finalement le langage ne pouvait pas rendre cela, et pourtant il faut le rendre pour communiquer cette exigence. Donc on voit ici, il est inexplicable. Ensuite, Hamelot continue, c'est quelque chose qui rehausse l'éclat de toutes les beautés. C'est une beauté formelle. Les autres perfections ornent la nature, mais le je ne sais quoi orne les ornements mêmes. De sorte que c'est la perfection de la perfection même, accompagnée d'une beauté transcendante et d'une grâce universelle. Et il reprend évidemment ici, très proche, cette idée de perfección de la misma perfección, con transcendente beldad, con universal gracia. Et il revient immédiatement après, il consiste dans un certain air du monde, dans un agrément qui n'a point de nom, mais qui se voit dans le parler, dans les façons de faire et dans le raisonnement. Et le texte de Gracián disait « una indecible gallardía », gallardía dans le sens de l'agrément, et indicible, et pourtant dite. C'est là le paradoxe du je ne sais quoi, dans un sens. Il est impossible de l'énoncer, et pourtant on énonce cette impossibilité. Et continuant, la traduction, son plus beau lui vient de la nature, et le reste, il le tient de la réflexion, car il ne s'est jamais assujetti à aucun précepte impérieux, mais toujours au meilleur en chaque espèce. Et là, la traduction, son plus beau lui vient de la nature, est un peu en décalage par tiene de innato lomas, de inné, consubstantiel à l'individu. Et évidemment, ça peut renvoyer à la nature, mais il n'y a pas la référence à la nature avec un grand N, comme dans la traduction de Hamelot. C'est beaucoup plus l'idée de l'opposition entre ce qui est inné et ce qui est appris, entre l'apprentissage, qu'il faut évidemment cacher, l'art suprême étant de cacher l'art, et de l'autre côté, ce qui est inscrit déjà dans l'individu. Continuant la traduction, il revient pour la troisième fois, Gracián, et donc du coup Hamelot, sur cette impossibilité de dire, puisqu'on s'en approche, on tourne autour de ce qu'est le je ne sais quoi d'Espejo, mais que jamais on peut le capturer ou l'enfermer dans la définition. On l'a appelé charme, à cause qu'il dérobe les cœurs, air fin, parce qu'il est imperceptible, air vif, à cause de son activité, air du monde, pour sa politesse, enjouement et belle humeur, pour sa facilité et pour sa complaisance. Car l'envie et l'impossibilité de les définir lui ont fait donner tous ces noms. La multiplication des noms, des désignations, des définitions renvoie effectivement à l'impossibilité de cette désignation, le mot oui, mais de la définition non. Et ici, Hamelot a du mal parce que la séquence de mots en espagnol qui définit ce qui lui a décidé de ramener soit à charme, soit à enjouement, et entre les deux, air fin, air vif, air du monde. En fait,
Il a traduit donc par charme ce qui est garabato, une manière de... en fait, c'est une image, garabato, dans le texte espagnol, comme le montre dans sa traduction Sonia Roubaud. Garabato, c'était un crochet sur lequel on met les vêtements, où on met quelque chose. Et donc, du coup, comme assez souvent chez Gracian, une métaphore commence avec un objet, un animal, et acquiert évidemment un sens métaphorique, puisque là, c'est l'attrait qui est dans le je ne sais quoi, ou le despejo, et qui vole le cœur, le texte espagnol, robador del gusto. Le goût de la personne est comme dérobé par cet irrésistible attrait que représente, ou cette irrésistible accroche qu'est le garabato. Une des traductions qu'avait utilisé Gracian dans d'autres passages était plus proche de cette idée, c'était l'aimant, puisque l'aimant gardait quelque chose de la matérialité et en même temps renvoyait à cette idée métaphorique qu'il y a une attraction irrésistible. Donc, première difficulté, Garabato ne peut que perdre son sens matériel implicite pour le lecteur espagnol dans le sens métaphorique, c'est-à-dire d'un attrait irrésistible. Ensuite, il a traduit par air fin donaire, il a traduit par air vif brillo, et il a traduit par air du monde despejo. Parce que la difficulté chez Gracian, c'est que le mot despejo apparaît au titre, et là, il le traduit par le je ne sais quoi, mais il apparaît aussi dans cette série, puisqu'on dit que pour ce qu'il a de galant, on va traduire, on va considérer despejo. Donc c'est à la fois la catégorie englobante et une sous-catégorie à côté de laquelle on peut mettre donaire, brio ou garabato. Alors Hamelot ne peut pas retraduire je ne sais quoi à l'intérieur de je ne sais quoi, et donc il emploie cette formule de l'air du monde. Et il termine finalement avec enjouement et belle humeur, qui est la traduction du mot que j'ai écrit aussi sur le tableau, qui est le mot de desenfado. Desenfado étant, j'y reviendrai un peu plus tard, le fait de ne pas être embarrassé, le fait d'être libre. On voit donc qu'il y a là la construction d'une notion derrière un mot, despejo, qui est un défi à la traduction, donc le choix de Hamelot de je ne sais quoi. Et du côté de Gracian, même s'il y a des parallèles entre la sprezzatura et le despejo, Gracian a préféré ce mot-là à reprendre la traduction de Boscan. Il aurait pu reprendre desprecio, descuido. En fait, la distance lexicale est forte et sans doute il veut impliquer quelque chose de différent dans sa définition, même si, comme on l'a vu, l'ornement des ornements, la perfection des perfections, une manière de faire ce qui est en soi déjà gracieux, mais n'acquiert une totale pleine grâce que si il y a cet exercice libre dans l'effectuation. Il y a un parallèle, mais il ne choisit pas le mot desprecio ou le mot descuido. La seule écho indirect que l'on peut trouver à l'utilisation de Boscan, mais je ne sais pas si elle était présente dans l'esprit de Balthazar Gracian, c'est que dans l'aphorisme qui a pour titre dissimular, dissimuler, dans le mot dissimuler, il y a quelque chose qui résonne de cette première traduction. Dans le cas de Gracian, dissimuler, c'est une opération d'inversion de signification, ce qui peut être considéré en particulier par les dictionnaires, Covarrubias, comme un sens négatif, puisque c'est cacher sa malice. En même temps est transformé par Gracian en un comportement légitime et nécessaire pour se protéger dans un monde de la chute, dans un monde du péché, dans un monde de la corruption. Et quand on reprend les
différentes formes adverbiales ou substantives de dissimular, on voit qu'il y a dans l'adjectif, dans l'adverbe dissimuladamente, chez Covarrubias, l'idée que c'est faire quelque chose en silence, y como al descuido, comme sans attention, ou en donnant l'impression de ne pas y porter de l'attention. Mais ce serait un écho très lointain et très indirect de la traduction de Boscan. Alors la question, c'est pourquoi il a choisi Despejo. La première remarque, c'est que c'est un mot qui est absent du dictionnaire de Covarrubias de 1613. Et donc, il y a une nouveauté, une originalité d'utiliser Despejo dans le cas de Gracián. On peut faire l'opération inverse de toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de partir d'une définition de dictionnaire pour essayer de voir un sens commun, un sens partagé, un sens attendu des mots. Et donc, du coup, quand on les trouve dans un texte, et en particulier dans les Castiglione ou les traducteurs de Castiglione, avec un sens différent, voire opposé, on peut faire cette relation et marquer les raisons de cette invention en reprenant un mot et en le détournant de sa signification attendue. Dans le cas ici de Despejo, les premières attestations que l'on a dans un dictionnaire de langue espagnole sont postérieures au texte de Gracián, puisqu'on les rencontre dans le dictionnaire dit de la Real Academia, de l'Académie royale, ou encore dictionnaire des autoridades, des autorités, parce qu'il y a de très nombreux exemples d'emploi dans une liste très vaste d'auteurs des siècles précédents, 15e, 16e, 17e siècle. Et donc le dictionnaire de l'Académie peut essayer de nous montrer comment une acception de Despejo qui était chez Gracián est entrée ou non dans la langue. Et dans ce dictionnaire des autorités, Gracián est présent dans la liste des Le livre a été publié en plusieurs moments, parce que pour 2 ou 3 lettres à la fois. La lettre pour Despejo, le D, se trouve dans le volume 3, le volume de 1732, et chaque volume s'ouvre par une très longue liste des auteurs qui ont été consultés pour des exemples d'emploi. Ce qui est différent d'autres dictionnaires où les exemples d'emploi sont inventés en quelque sorte. Là, ce sont des références textuelles et on voit qu'est présent sous le nom de Lorenzo Gracián. C'est seulement plus tardivement que l'on découvre, à peu près au même moment qu'on découvre l'identité réelle de qui a écrit, mais de toute façon, comme indication bibliographique, il faut bien indiquer ce qu'on trouve sur les pages de titre. Donc Lorenzo Gracián, El Criticón et El Héroe. L'oraculo manuel n'est pas utilisé par les académiciens pour leur dictionnaire. Et on trouve aussi une référence à Boscan, El Cortesano. Donc il participe du stock de textes dont des extraits sont donnés comme exemple d'emploi. À Despejo, on a 3 significations, 3 sens, 3 entrées en quelque sorte. La première est le sens le plus matériel, au sens de désembarazar, débarrasser, faire sortir d'un lieu, nettoyer. C'est le sens du verbe desperar, le sens assez matériel, même très matériel, de débarrasser une pièce, en faire sortir ce qui en est dedans, les gens ou des meubles, et de la nettoyer. Et curieusement, c'est là où est référé, on trouve une référence à Gracián dans le Criticón. Donc pour le sens le plus matériel, les académiciens du XVIIIe siècle à Madrid ont utilisé un auteur qui joue pourtant le plus souvent sur le sens métaphorique des mots qui désignent des réalités matérielles. Mais c'est là où on trouve Gracián. Le deuxième sens est un sens de témérité, audace. Et là,
le contexte de ce deuxième sens est un sens lié à la courtoisie, puisque l'exemple qui est donné, c'est un exemple d'un livre qui fait le portrait d'un comte, le comte de Cervellón, et on dit la courtoisie et le despejo natural l'aidaient beaucoup pour l'empêcher de céder aux difficultés, ou de faire triompher les difficultés. Le ayudaban mucho la cortesía, donc la traduction de la courtisanerie, comme avaient traduit les Français pour le texte de Castiglione, y el despejo natural para no ceder a las dificultades. Donc c'est un contexte là où on s'approche du contexte de courtisanerie, mais sans référence à Gracian. Et le troisième sens, qui est le plus gracianesque en quelque sorte, c'est celui, et la chose est assez frappante, c'est celui où il y a une série d'équivalences entre despejo, desenfado, que l'on a rencontré, desembarazo, donair, brio. C'est presque mot à mot la série de Gracian dans le héros, mais qui n'est pas cité par les académiciens. Ils reprennent ce passage que Hamelot a eu du mal à traduire et qui va de Garabato, donaire, présent dans le dictionnaire, brio, présent dans le dictionnaire, despejo évidemment, desenfado, présent dans le dictionnaire, et un peu plus haut, comme on l'avait vu, l'idée de l'équivalence avec la desembarazo. Et donc, on retrouve la même série. C'est l'idée qui renvoie à une aisance, à une absence de contrainte, à une liberté toute naturelle. Et ce qui est aussi intéressant dans le dictionnaire, c'est les réseaux sémantiques, c'est-à-dire d'aller d'une référence à une autre. Et on voit qu'ici, elle fonctionne absolument parfaitement comme synonymie. Si vous cherchez desenfado, vous rencontrez despejo, desembarazo. Si vous cherchez desembarazo, vous rencontrez despejo, desenfado. Et si vous cherchez donaire, à ce moment-là, vous avez desinvoltura, gallardia au sens de la grâce du corps, l'air détaché, et de toute façon, la gallardia était un mot de Gracian dans El Héroe et dans l'Oraculo Manual. On voit donc qu'il y a là, dans le dictionnaire de 1732, un écho de Gracian, qui donc aurait imposé dans la langue, même si on ne le cite pas à ce moment-là, la définition du despejo, éloignée de la pure définition matérielle, même s'il reste quelque chose en commun, le fait de ne pas être embarrassé, ni pour un individu, ni pour un lieu, une pièce. Et d'autre part, on voit, en particulier avec le sens de témérité et audace, une sorte de rapprochement avec la cortesanía, avec le cortesano, et donc avec une certaine curialisation du terme de despejo, ce qui était contraire, comme je le disais, à l'intention, la destination des aphorismes qui ne désignent pas un milieu social particulier, ni comme modèle, ni comme destinataire, mais se situent dans cette possibilité pour qui comprend de s'armer des défenses nécessaires, une morale pratique. Et il y a un aphorisme qui est la morale allo pratico, une morale pratique dans ce monde bas. Et ce qui fait la définition des limites, comme je le disais, c'est ce que, dans un texte, le protecteur de Gracian, la Stanosa, décrit comme la arcanidad, les arcanes du style. Avant de finir avec le je ne sais quoi, j'ai repris, parce que j'adore cet exemple, ces 6 mots de Gracian dans un des aphorismes, qui est l'aphorisme sur la dissimulation. Al inces del discurso, jibias de interioridad. Aucun traducteur du XVIIe siècle, ni Hamelot,
ni en anglais, n'a pu trouver l'équivalent de cela. Parce que ce qui joue ici, c'est évidemment un double registre. Il y a un premier registre qui sont des métaphores animalières. Le lynx ou les lynx, et Chibias qui était la seiche. Et les lynx réputés pour la capacité de leur œil de lynx, et la seiche pour sa capacité à se dissimuler derrière l'encre qu'elle projette. Et donc, le premier élément de cette construction en 6 mots, mais en fait 4, l'inces, discurso, chibias, interioridad, est de jouer avec cette utilisation métaphorique, comme dans le style académique, puisque une des académies italiennes les plus anciennes était l'Accademia dei Lincei, donc l'académie de ceux qui ont une vue perçante. Donc de jouer avec ce premier élément, sèche versus lynx, pour introduire un second élément qui est celui du contenu de l'aphorisme. Et ici, avec 2 mots tout à fait abstraits, et pour le second, sûrement rare, interioridad, dans l'angle du siècle d'or, mais entendu de la manière suivante: aux yeux des lynx qui essayent de percer ton discours, et c'est toujours l'idée que le monde est mauvais, le monde est dangereux, le monde est corrompu, et l'autre essaye chaque fois de déchiffrer tes intentions de façon à les devancer ou à les détruire. Donc le sens, c'est aux yeux de lynx de l'autre, qui essaye de pénétrer le discours, tu dois opposer, comme la sèche, l'encre, qui n'est pas mentionnée, de ton intériorité, c'est-à-dire l'encre de ce qui va cacher, ce qui est ta propre intention. Et donc on voit, c'est un de ces exemples radicaux dans le texte de Gracian, où l'écriture est comme finalement l'encre de la sèche, un voile qui est posé sur le sens du texte et donc ouvert à ceux qui savent le déchiffrer. Alors je termine avec la traduction française d'Espejo, et qui est ce mot « je ne sais quoi » qui a eu son temps de gloire aussi dans la philosophie contemporaine. Il y a un très beau livre de Vladimir Jankélévitch qui s'appelle « Je ne sais quoi et le presque rien ». Et comme je le disais, quand on prend les exemples au moins donnés dans la base de texte français qui est celle Hartfell de Chicago, on voit que le premier usage serait, mais ça ne prouve pas que c'est réellement le premier usage, mais le premier usage attesté, donné dans cette base de données est de 1639 chez Sorel, le berger extravagant, et surtout 1671, le père Bouhours, dans les entretiens d'Eugène et d'Ariste. Et ici, on retrouve notre point de départ, parce que Hamelot a traduit l'aphorisme. Il a ensuite fait commenter cet aphorisme par un autre texte qu'il a traduit de Gracian, El Héroe. Et il ajoute, pour finir, la définition indéfinissable, ou qui donne de l'indéfinition, du père Bouhours. C'est la troisième partie de son article. C'est pour ça que, évidemment, dans la traduction de Hamelot, le livre de Gracian n'est plus un livre portatif. Un format IN24 est très dense et très bref, mais devient un livre in quarto avec l'ensemble de cette mise en page luxueuse, majestueuse. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un portrait de Louis XIV en guerrier romain. Et cette succession de commentaires aux commentaires et parfois de notes dans les marges. Voilà comment il s'appuie sur Bouhours. Et il dit à cette description du Despero, qui est très métaphysique, peut servir de glose ce que dit le père Bouhours dans le 5e entretien d'Ariste et Eugène, un livre publié donc en 1671. Donc vous voyez, il y a le texte, le commentaire du texte, la glose au commentaire. Il est bien plus aisé de le sentir, dit le père Bouhours, cité par Hamelot, et parlant du Despero, il est bien plus aisé de le sentir, ou du je ne sais quoi, que de le connaître.
dit Ariste. Ce ne serait plus un je ne sais quoi si l'on savait ce que c'est. La nature est d'être incompréhensible et inexplicable. Et puis, continue le texte de Bourg, ce n'est précisément ni la beauté, ni la bonne mine, ni la bonne grâce, ni l'enjouement de l'humeur, ni le brillant de l'esprit, puisque l'on voit tous les jours des personnes qui ont toutes ces qualités sans avoir ce qui plaît, et que l'on en voit d'autres, au contraire, qui plaisent beaucoup, sans avoir rien d'agréable que le je ne sais quoi. Ainsi, ce qu'on en peut dire de plus certain, c'est que le plus grand mérite ne peut rien sans lui, et qu'il n'a besoin que de lui-même pour faire un fort grand effet. On a beau être bien fait, spirituel, enjoué, si le je ne sais quoi manque, toutes ces belles qualités sont comme mortes. Mais aussi quelques défauts qu'on ait au corps et en l'esprit, et avec ce seul avantage, on plaît infailliblement. Le je ne sais quoi raccommode tout. Il s'ensuit de là, dit Eugène, dans ces deux personnages fictifs qui sont ceux qui dialoguent dans ce texte du Père Bourg, que c'est un agrément qui anime la beauté et les autres perfections naturelles, qui corrige la laideur et les autres défauts naturels, que c'est un charme et un air qui se mêlent à toutes les actions et à toutes les paroles, qui entrent dans le marché, dans le rire, dans le ton de la voix et jusque dans le moindre geste de la personne qui plaît. Donc jusqu'ici, on voit qu'il appuie sur Bourg pour montrer finalement que toutes les approximations doivent être récusées. Le je ne sais quoi échappe constamment aux désignations dans lesquelles on croit pouvoir le capturer. Et que d'autre part, il ajoute quelque chose, Bourg, c'est que non seulement c'est la perfection des perfections, mais c'est aussi une manière qui peut cacher l'absence ou le manque de perfection. Et il termine, toujours cité par Hamelot, il dit que les Espagnols ont torsi leur no sé qué, qu'ils mêlent à tout autre, outre leur donaire, leur brio, leur despero, que Gracián appelle alma de toda prenda, realce de los mismos realces, perfección de la misma perfección, et qui est, selon le même auteur, au-dessus de nos pensées et de nos paroles. Ce que je rapporte, et il ajoute, lisonjea la inteligencia y extraña la explicación, le passage du héroé. Ce que je rapporte ici, pour montrer que le Despero est un je ne sais quoi qui n'a point de nom et que tous ceux qu'on lui donne sont de beaux mots que les savants ont inventés pour flatter leur ignorance. Et Hamelot termine, ce sont les termes du Père Bourg. Et on voit ici, d'une part, la construction de Hamelot qui inscrit Bourg à l'intérieur comme une glose de Gracián, et qui, d'autre part, insiste pour renforcer cette idée de l'indicibilité du je ne sais quoi, qui multiplie donc du coup les dires qui tous veulent s'en approcher et tous le manquent. Ce qui est aussi intéressant dans cette analyse, finalement, ou la traduction par je ne sais quoi de ce qui était le Despero, et peut-être d'une certaine manière, on aurait pu avoir cette traduction-là au XVIe siècle, mais imaginairement, pour Sprezzatura, cette idée de quelque chose qui échappe à la définition et qui donc du coup fait que le discours sur cette qualité qui n'en est pas une, mais qui est un exercice de la qualité, qui à la fois est impuissant à la capter, mais en même temps appartient du même registre en quelque sorte, ou essaye de s'approcher du même registre de quelque chose qui se fait sans se dire, mais dans un texte il faut bien dire. Donc c'est là la difficulté. Lorsqu'on regarde les exemples d'emploi dans la langue française au XVIIe siècle, on voit qu'en dehors de ce vocabulaire utilisé pour désigner des qualités ou l'exercice de qualité qui serait celle du monde aristocratique et plus particulièrement du monde de la cour. L'autre registre d'emploi, c'est dans le vocabulaire spirituel ou le vocabulaire de la mystique. De nombreux exemples dans la base de données de Hartfell viennent à la fois de Fénelon et de Madame Guyon. C'est-à-dire ici un indicible qui n'est pas l'indicible d'une manière d'être
dans la courtisanerie ou dans le conventement aristocratique, mais un indicible qui renvoie à l'expérience mystique, à ce que dans les textes espagnols du siècle d'or on appelle le conversar, le dialogue, l'entrée en dialogue avec Dieu, et qui ne peut être référé qu'à une expérience presque intraduisible par les mots, puisqu'elle est l'intrusion du mystère même à l'intérieur de l'expérience commune. Et le je ne sais quoi va se charger dans les textes des années 1680, 90, début du XVIIIe, dans les textes, donc, comme je disais, de la mystique française, Madame Guyon et la référence à Fénelon, de cette charge de désigner, dans un certain sens, l'indicible. Donc je vais terminer là cette première partie avec donc clore sur la question donc du courtisan. La transition évidemment avec ce qui va suivre, c'est le fait que vous vous souvenez sans doute que dans 3 cas au moins, lorsqu'il s'agissait de traduire non pas Sprezzatura qui nous a occupés jusqu'à Despero aujourd'hui, mais lorsqu'il s'agissait de traduire son contraire, l'affectation, certaines des langues, pas nécessairement le français, puisque les 2 traductions de Collin puis Chapuis utilisaient affectation et ne croyaient pas utile de mettre un synonyme ou de faire un commentaire. Mais dans 3 autres traductions, c'est ce mot-là qui posait problème, presque autant que Sprezzatura. Dans le cas de Boscan, disant que affectation était un mot latin, qu'il n'y avait pas d'équivalent dans le cas de l'espagnol et que finalement il fallait trouver des synonymes. Et le premier qu'il proposait, curiosidad. Le cas de Hobby, la traduction anglaise de 1561, dans lequel, pour traduire affectation, enfin pour traduire avec affectation, il le mettait en caractère romain dans un texte entièrement imprimé en lettres gothiques, en black letter, comme si c'était un mot étranger, si c'était un mot latin. Et il lui donnait, pour renforcer encore cette idée que ce mot était étranger, un équivalent au curiosity, et là donné dans le caractère du texte, c'est-à-dire la lettre gothique. Et vous vous souvenez aussi que dans la traduction latine, il y avait la même introduction du terme de curiositas, qui donc nous renvoie bien à cette idée que dans un de ces sens, la curiosité peut être entendue au XVIe siècle comme l'affectation, c'est-à-dire une manière négative, laborieuse, pesante, d'exercer des qualités, des perfections, de faire des comportements ou de prononcer des discours. On était devant donc du côté du négatif, puisque l'affectation, c'est ce qu'il faut fuir, à tout prix, dans le cas de Castiglione. On était du côté d'une acception de curiosité, peut-être surprenante pour nous, où le mot a plutôt une valeur positive d'enquête, recherche, intérêt. On était là dans un mot qui était lesté de tout un ensemble de références qui lui donnaient un contenu négatif qui allait de pair avec l'affectation qu'il faut fuir. Il fallait fuir la curiosité. Et donc la question que je souhaite poser donc, dans cette nouvelle analyse sur une autre notion, pourquoi et comment est-il possible de donner ce sens à ce sens-là, c'est-à-dire un sens de condamnation, réprobation, à le terme curiosité, ce qui amène évidemment à une analyse que l'on commencera nécessairement avec les références qui sont dans l'ordre du christianisme, c'est-à-dire les références bibliques, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, à ce terme curiosité, tel qu'il apparaît dans les traductions françaises, tel qu'il apparaît
dans des textes de la tradition des pères de l'Église sous la forme latine de curiositas. Et derrière cela, toute la question de la connaissance légitime opposée au désir de savoir illégitime. Donc il est 11 heures, nous pouvons donc prendre 5 minutes, on recommencerait vers 11h05. Je vais profiter de cette interruption pour écrire au tableau un certain nombre de choses.